Eh bien, bonjour. Rebonjour tout le monde. Et bienvenue dans notre 6e masterclass. Hein, on a commencé en juillet, je crois, ou en juin. On est ravis de vous retrouver et puis de partager, comme disait tout à l'heure Grégory, notre expérience. Hein, c'est tout simple. Ce sont des dizaines et des dizaines de dossiers, sont des heures de travail et des années d'expérience que l'on partage avec vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Donc, comme vous le savez, je le répète, mais c'est important. Vous pouvez à tout moment nous poser des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. On adore quand vous nous faites part de vos remarques ou quand vous nous trouvez une objection. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec nous si vous avez besoin d'échanger plus longuement. Hein. On est à la disposition de tous ceux qui suivent notre masterclass pour répondre à leurs questions. Bien, on va donc démarrer. Donc effectivement, on a parcouru un grand chemin, hein, souvenez-vous. On a d'abord appris à identifier le dossier gagnant, parce que pour gagner son premier marché public, il faut bien choisir son premier dossier, sinon on s'épuise. Et puis, de chemin en chemin, de jalon en jalon, on est arrivé jusqu'à la rédaction du mémoire technique. Ça, c'était la dernière fois. Et aujourd'hui, on va vous parler du chiffrage. Alors, pour ce faire, eh bien, toujours la même équipe, le même binôme d'associés. Voilà, nous, on a un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises petites, grandes entreprises, hein, donc ceux qui ont des bureaux d'études, ceux qui sont 2 ou 3, qui ont envie de grandir aussi grâce au marché public. Notre particularité, c'est que nous accompagnons tout type de profession, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé dans un savoir-faire particulier. Notre spécialité, ce sont vraiment les marchés publics. Donc, on va venir le temps d'un appel d'offres ou le temps de plusieurs appels d'offres, puisqu'on a des clients qui nous demandent des accompagnements sur la durée avec des abonnements. Eh bien, on va venir renforcer votre équipe en leur apportant un savoir-faire et des méthodes qui sont celles des grands groupes et pour vous produire, pour vous aider à produire ou pour produire un mémoire technique qui soit de qualité, de la qualité de celui d'un grand groupe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous offrir ce service si vous êtes une petite entreprise. C'est un service qui a déjà montré ses preuves, hein, puisque nous avons... alors, on n'a pas encore mis à jour nos statistiques 2023 parce qu'on reste en attente d'un certain nombre de résultats, mais on est à 65% des marchés remportés en 2022 pour un total de 42 millions 600 000 euros qui ont été remportés par nos clients. Donc, on en est très fiers de ça. Alors, chez Victorious, on ne procède pas au chiffrage. Néanmoins, on a quand même quelques éléments à vous donner, à vous transmettre au sujet du chiffrage. On ne procède pas au chiffrage, mais on accompagne les entrepreneurs qui nous le demandent dans la réflexion sur le chiffrage. Hein, les chiffres, le compte d'exploit, enfin le compte de résultat, c'est vous. Qui le maîtrisez. Les prises de risques financiers, c'est vous qui les maîtrisez. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous aider à réfléchir sur la bonne stratégie financière pour financer votre marché public ou alors pour investir. Hein, c'est souvent l'occasion d'un investissement. Enfin, voilà, on peut parler de tout ça ensemble. Alors, on en parle soit dans le cadre de prestations individuelles, soit dans le cadre de formation. On fait beaucoup de formations. On aime bien les formations en intra. Hein. Alors, avec Grégory, on a pris le parti de faire des formations en binôme. Pourquoi ? Parce que
eh bien, nous sommes vraiment convaincus, et d'ailleurs, nos clients nous le disent, hein, que nos regards croisés, nos approches différentes sont très enrichissantes pour les stagiaires, pour les apprenants, et donc vous en tirez un grand bénéfice. Voilà. Et c'est notre objectif, bien sûr. Alors, notre objectif de la matinée, c'est aussi de vous aider à effectuer un chiffrage précis et méticuleux. Alors, et puis d'expliquer donc votre méthodologie de chiffrage pour également identifier les opportunités pour sécuriser votre proposition. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon chiffrage? Alors, un bon chiffrage, c'est sûr que, en tout cas, vu côté marché public, hein, si on veut vraiment gagner son marché, remporter son marché, on ne va pas se contenter d'empiler des coûts et puis voilà, d'appliquer une marge qu'on aura un peu trouvée au doigt mouillé. Ça demande un petit peu plus de précision que ça, surtout au début, de bien réfléchir non seulement aux conséquences financières, enfin aux circonstances financières de votre marché, mais aussi au contexte financier dans lequel vous vous trouvez, vous, entreprise. Hein. Est-ce que vous avez besoin justement de conquérir des marchés publics pour vous développer, donc vous allez peut-être prendre un petit peu plus de risques financiers, ou est-ce qu'au contraire vous allez avoir besoin d'un chiffre d'affaires récurrent pour assurer vos frais fixes? Vous voyez, les stratégies financières ne vont pas être les mêmes. Bon, bref, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, ce n'est pas un empilement des coûts, et ce n'est pas non plus simplement votre tarif, hein, les prix de marché. C'est d'abord l'expression, comme je vous le disais, d'une stratégie technique. Vous allez faire des choix techniques pour répondre à ce marché, et ce choix technique, il se traduit en chiffres, hein, donc technique et tarifaire. Vous allez pouvoir valoriser votre savoir-faire spécifique, et puis enfin vous allez essayer de maîtriser vos risques financiers. En tout cas, on va vous donner quelques tips pour le faire, et optimiser votre prix de vente affiché. Donc tout ça pour augmenter vos chances de succès. Alors, pour pouvoir faire un bon chiffrage, il faut avoir une méthode assez, je dirais, assez scolaire. Enfin, j'ai pas d'autres termes. C'est un mot un peu idiot, mais assez méthodique en tout cas. Hein. Méthodique, ça me plaît bien. Ça commence par bien détailler votre chaîne de valeur. Ça, Grégory va vous l'expliquer. Bien définir aussi ces unités d'œuvre et imputer correctement les frais. On va voir, il y a des frais directs, des frais indirects. Donc tout cela, ça va vous permettre de construire votre coût de revient. Hein, et l'objectif, c'est d'avoir des coûts de revient justes. C'est de travailler dans la précision. Des aléas, parce que sur un marché, il y a toujours des aléas. Donc là, il va falloir savamment les doser, hein, pour rester dans la course, sans prendre trop de risques. Lire de façon très affûtée le DCE, avoir une marge raisonnable, adaptée. Hein, ça peut être ambitieuse aussi, hein, ça dépend des contextes. Tout ça pour un prix de vente donc étalonné et ambitieux aussi. Alors, Grégory, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la chaîne de valeur? Voilà, vous m'entendez? Mmh. Ouais.
Super. Merci Françoise. Alors, le premier sujet, quand on fait un chiffrage, et alors on le partage on partage avec vous parce que je ne sais pas si vous avez vu notamment mon profil. Pendant 10 ans, j'ai géré un bureau d'études pour Veolia, donc des marchés, des chiffrages. On en a fait des quantités industrielles. Et là, ce qu'on partage avec vous, comme disait Françoise, c'est vraiment la méthode qu'on applique dans les grands groupes. On l'a rendu beaucoup plus accessible, et cette méthode-là, elle démarre justement par un travail interne d'identification des unités alors que vous allez devoir manipuler dans vos chiffrages, manipuler facilement. Alors, à titre d'exemple, et vous verrez, on va tout le temps essayer d'être très applicatif et d'être très concret pour vous donner des clés pratiques, et quand vous repartiez, vous ayez franchi une marche ou ouvert aussi d'autres perspectives. Alors, les unités les plus adaptées, les plus courantes, pardonnez-moi, qu'on voit utiliser, c'est les mètres linéaires pour, par exemple, pour un plombier qui fournit des tuyaux en cuivre, c'est souvent au mètre. La tonne, dans le TP, la tonne ou le mètre cube, c'est une unité qu'on trouve beaucoup. Les heures aussi, dans les métiers de prestation intellectuelle, les mégaoctets pour les informaticiens, et il y en a plein. Sauf que il faut que vous, dans votre métier, alors je ne sais pas si c'est le cas et je l'espère, il faut que vous trouviez le ou la bonne unité qui vont vous servir à pouvoir facilement vous donner une idée du prix global. Vous dites, voilà, là, quand je regarde le cahier des charges, je sais que j'ai tant d'heures. Bon, tant d'heures, parce que je raisonne en heures, moi, tant d'heures, ça me fait tant de sous. Et ce temps dessous-là, il faut le conserver précieusement parce qu'après, vous allez voir, on va le découper en petites tranches et on va s'assurer qu'on retombe bien sur nos pattes. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit sujet qui est coincé quelque part. Donc, une fois qu'on a choisi les bonnes unités, en même temps, il faudra aussi, dans la lecture du cahier des charges, parce que le client est roi, et donc dans son bordereau des prix, lui, il fixe des prix, alors des fois forfaitaires, des fois un prix énorme, enfin qui contient plein de choses qui parfois pourraient ressembler à des carottes et des choux, mais aussi des fois des choses extrêmement détaillées. Et vous, il va falloir que vous puissiez convertir ce que vous connaissez, vos ratios, vos unités, pour pouvoir remplir le bordereau de prix. Et je prenais l'exemple, si jamais vous raisonnez en tonnes et que le marché est exprimé en mètres cubes, parce que ça arrive fréquemment, eh bien, il faut que vous soyez très au clair sur la densité du produit considéré qui va être transporté pour pouvoir calculer le prix de vente au mètre cube. Et cette densité-là, il va falloir en faire plusieurs mesures, plusieurs tests pour que vous puissiez trouver le bon coefficient de densité à appliquer. Autre sujet pour les gens qui s'intéressent au chiffrage, et c'est un conseil qu'on vous donne. Alors, je sais pas, en tout cas, j'espère que vous l'appliquez déjà, mais si jamais c'est pas encore le cas, faites-le très très vite. C'est que si vous raisonnez en heures, la bonne unité, ce sont les heures, mais les heures en centièmes. Parce que après, si on raisonne en soixantièmes, en base 6, vous allez avoir des décalages qui vont être énormes et vous risquez soit de planter le chiffrage, soit d'être surévalué. Donc le centième, ça veut dire qu'une heure vaut 100, une demi-heure vaut 50, enfin 0,5, et là, à titre d'exemple, 3/4 d'heure, ça vaut 0,75 heures. Voilà. Alors, grand sujet, Françoise l'a évoqué tout à l'heure, les frais fixes et les frais variables. Alors d'abord, on va commencer peut-être par expliquer ce que sont les frais fixes et les frais variables. Les frais fixes, c'est tout ce que vous payez si l'entreprise ne produit rien. S'il n'y a pas un gars qui sort, pas un camion, il n'y a rien qui se passe, c'est ce qui vous reste toujours à payer. On va retrouver dedans notamment par exemple les loyers, les assurances, les frais d'expert comptable. Tout ça, ce sont quel que soit la quantité d'activité que fait l'entreprise, ce sont des charges que vous aurez tout le temps. Donc, elles sont fixes. Et inversement, les frais variables ou les charges variables, c'est celles qui sont produites lorsque vous réalisez un service. À titre d'exemple, c'est les heures des salariés de production, c'est les fluides, le gasoil, l'électricité si vous en consommez pour rendre le service,
ça peut être des fournitures, enfin, tout ce que vous avez besoin de mettre dans le moteur pour le faire avancer. Charge variable. Alors pourquoi on insiste sur ce point-là? Je vais vous prendre un exemple. Et un exemple concret. On avait accompagné, et peut-être d'ailleurs c'est peut-être un cas d'usage qu'on va pouvoir filer tout le webinaire d'un plombier qui devait envoyer sur un gros chantier plusieurs équipes faire des travaux de plomberie. Sauf que lui, dans ses coûts, il raisonne un prix à l'heure, et dans le prix à l'heure, il y a tout. Hein, son expert comptable, il a pris son chiffre d'affaires, il l'a divisé par le nombre de bonhommes, et il lui dit, voilà, il faut que tu vendes à 55 € de l'heure pour gagner 8% de résultats. Et donc, mon plombier, sur le chantier, il doit envoyer quatre techniciens pour faire le boulot. Et bien, lui, il fait 4 fois 55 € de l'heure. Et là, il arrive à un prix qui est quand même très supérieur. Et là, moi, je l'interpelle, je lui dis, mais tes gars, dans la vraie vie, ils vont aller avec 4 voitures ou avec une seule camionnette? Il dit, ils sont pas bêtes, ils vont aller avec une seule camionnette. Donc, ça voulait dire qu'il faisait payer des frais fixes et des frais variables sur des prestations qu'il n'allait pas forcément réaliser, des coûts qu'il n'allait pas vraiment supporter. Donc, vous voyez, j'espère à travers cet exemple-là qu'il faut pouvoir bien séparer l'un de l'autre. Je vous dis ça, gardez ça en tête parce que à la fin, là, on a préparé un tableau Excel qu'on va utiliser ensemble pour vous montrer comment concrètement ça se déroule. Mais cette idée-là de frais fixes, de frais variables, de ne pas les mélanger, vous allez voir que c'est extrêmement précieux parce que ça doit être précis. Et tout à l'heure, on le disait là avec Françoise, c'est que on voit aujourd'hui que dans le contexte là, les prix se resserrent. On voit qu'il y a encore 2-3 ans, alors il y avait les flambées sur les matériaux, chacun y allait de sa politique. Là, ce qu'on observe, c'est que les prix se resserrent. Donc, tout le monde sort la calculette et essaye d'être extrêmement fin sur le bon chiffrage. Et ben ça vous permet également d'être précis, d'être en confiance, parce que vous savez ce que vous allez mettre et pas mettre, et vous savez que si vous avez le marché, vous allez pouvoir dégager les sous que vous aurez prévus en n'ayant pas de surprise. Donc, frais fixes, frais variables, vrai sujet. Après, l'autre sujet, François, ce sont les coûts standards. Les coûts standards, ça veut dire que ce sont... Alors d'abord, entendons-nous bien, le mot coût, c'est pas le prix de vente. Hein. Donc, on raisonne toujours sur le prix qui va être avant l'application de la marge, avant l'application des aléas. Donc, le prix, ce que ça vous coûte si vous gagnez le marché. Après, on verra ce que vous allez gagner et on vous en souhaite d'en gagner le maximum, bien évidemment. Donc, le premier sujet, c'est de trouver dans les coûts standards, ce sont les bons multiplicateurs. Alors, tout à l'heure, on parlait des carreleurs, des plombiers, des professions intellectuelles. Bien voilà. En tout cas, dans le transport, c'est toujours des euros par kilomètre ou des euros par heure. Ça, c'est logique parce que finalement, un camion, ce qu'on lui demande de faire, c'est de se déplacer. Et il se déplace en parcourant des kilomètres ou en faisant une distance dans un temps convenu. Le carreleur, pareil, ce qu'on lui demande, c'est de poser du carrelage. Donc forcément que un des multiplicateurs, ce sont les mètres carrés. Rarement des heures, mais ça arrive. Et puis, pour les prestats intellectuels, là, ça peut être des prix unitaires en disant, voilà, on veut que vous ayez développé une appli, on veut que vous ayez fait tel service, machin. Et donc là, c'est payé forfaitairement. Ou bien aussi souvent à l'heure ou à la journée, ce qu'on appelle le fameux TJM. Donc, ces multiplicateurs-là, ils vont vous permettre assez vite toujours de pouvoir redéfinir un coût global de votre marché qui sera après à segmenter. Alors, on va vous faire réfléchir un petit peu. Tout est, comme dans tout exercice, la réponse, elle est dans l'énoncé. Je vous demande de bien lire le sujet suivant, si vous voulez, qui dit qu'un prestataire, donc on imagine que c'est un prestataire avec des professions intellectuelles, doit facturer 1 000 € par jour pour une rentabilité de 10%. Il produit 20 dossiers par jour, donc vous êtes d'accord avec moi que l'unité d'œuvre, c'est le dossier.
Et d'après vous, le coût standard, il est de combien? 50 ou 45? Allez, on vous laisse quelques instants pour nous répondre. Exactement. Le coût standard, c'est 45. Parce que, bravo à tous ceux qui répondent. J'étais pas inquiet, mais en tout cas, nous voilà complètement rassurés. 10 000 euros par jour avec une renta de 10, ça veut dire que la journée, elle coûte 900 balles. Et donc 900 divisé par 20, ça fait bien 45. Ça a l'air de rien, hein, avec ce petit exemple, mais ça montre souvent que, en tout cas, des gens qu'on accompagne mélangent allègrement le prix de vente, le coût, la marge, on ne sait pas trop à quel moment on la met, et si bien que quand on n'est pas capable, quand on ne découpe pas bien les choses, eh ben, on mélange les trucs, et en plus, ces choses-là se cumulent ou se multiplient entre elles, ce qui fait que à la sortie, quasiment systématiquement, ce qu'on voit, ce sont des prix qui sont anormalement hauts. Parce que on ne sait pas très bien sur quoi on a appliqué la marge, on ne sait pas très bien sur quoi on a pris des aléas, et cet ensemble, ce mélange de choux et de carottes, fait que ça fait pas une bonne soupe, et ça tire les choses vers plutôt un marché surévalué. Bien, alors, ces coûts standards-là, avec ces coûts de revient, forcément que ils tombent pas du chapeau. Ça va être à vous d'aller faire un travail. Tu peux revenir un petit peu, pardon. Ça va être à vous de faire un travail d'investigation. Alors peut-être avec votre expert comptable, si vous avez la chance d'être équipé d'un contrôleur ou une contrôleuse de gestion, surtout allez la voir parce que c'est elle ou lui qui va vous aider à pouvoir caler ces ratios-là. Et puis une fois que vous avez des ratios, eh ben il faut les vérifier sur le terrain ou les vérifier dans l'application quotidienne. Parce que ça a des avantages qui sont multiples et notamment ça vous permet tout de suite d'estimer le montant du marché. Ben voilà, et là, vous dites, là, il y a tant d'heures. L'heure, c'est 1 000 euros par jour. Donc, vous savez normalement que vous ne vous trompez pas en disant ce montant-là. Ça vous permet également de savoir comment vous allez faire pour passer de vos coûts standards qui sont en kilomètres pour savoir les passer en heures, par exemple. Et puis aussi, et je pense que c'est sûrement là le point le plus important, ça va vous permettre de vérifier vos indicateurs de productivité. Ce petit coefficient qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Je vais prendre un exemple concret. Notre fameux plombier qu'on avait accompagné, je m'en rappelle, c'est quelqu'un qui était très très bon dans la rénovation de bâtiments, de travaux de rénovation. Donc il avait des ratios de pose, notamment de pose de linéaire de tubes en cuivre, hein, pour l'eau chaude sanitaire par exemple. Il dit voilà, moi mes gars, ils posent 1,80 m par heure de sanitaire, de tuyaux en cuivre en rénovation. Là, le chantier, c'était du neuf. Et c'était du neuf avec des immenses pièces, des grands couloirs, il n'y avait pas de coup d'affaires, c'était de la barre, il fallait en envoyer des kilomètres. Et bien là, tous les deux, on s'est interrogé là-dessus. Moi, je l'ai challengé. Je lui ai dit, écoute, d'habitude, tu fais quasiment 2 mètres par heure, parce que c'est dans les salles de bain, il faut faire des coudes, il faut faire des tours et des machins. Et donc là, on a choisi d'augmenter la productivité, eu égard à ces conditions facilitées d'installation. A priori, on s'était pas trop, on était assez proche de la réalité parce que quand même, une fois qu'on a fait ça, on a été mesuré sur le terrain, voir ce que les gars y faisaient. Et comme ça, on a créé des coûts standards pour des petites salles de bain en appartement en réno et puis aussi un coût standard pour des travaux dans des grands linéaires très ouverts. Et puis entre deux, avec le temps, on a créé des abacs de plus en plus précis et comme ça, à chaque fois, on est capable de mettre un chiffre très très rapidement. Donc, je pense que vous commencez à comprendre l'usage de cette méthode-là. Bien, alors, donc on a vu que il fallait pouvoir découper. Non, tu peux revenir à la suivante, si tu veux bien, Françoise. Il fallait pouvoir, merci, découper utilement chaque petit bout de la chaîne de valeur. Hein, d'abord, je fais ci, après, je fais ça, après, je nettoie, après, je remballe, après, je main, pour ne rien oublier dans le temps qui va faire l'exécution du service et pouvoir, à chaque étape du travail, affecter la bonne charge.
la bonne charge qui peut être, qui va être en fonction du marché, bien évidemment. Et puis, de cet empilement des coûts, d'appliquer dessus des frais généraux, des aléas et de la marge. Donc ça vous donne un chiffrage. Un chiffrage avec une segmentation, un peu un chiffrage déterministe, linéaire. La deuxième approche qu'on vient de voir, c'est celle où on fait un chiffrage global. On se dit, là, je regarde, je pense qu'il y a tant d'heures à 1 000 euros, ça me fait tant un chiffre d'affaires on va dire de 100 000 euros. J'ai 100 000 euros chiffrés au global et je me retrouve avec 97 000 euros chiffrés en décomposition serrée. Mon chiffrage est bon parce que je retombe quasiment sur la même surface. Par contre, si l'écart est grand entre les deux, il faut s'interroger. Soit le ratio que vous avez pris pour faire un chiffrage global, il n'est pas adapté, il y a un petit sujet, soit dans la décomposition des unités d'œuvre, il y a peut-être des oublis ou des choses qui ont été comptées et qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles ne seront pas à faire. Donc là, ça va vous aider à vous interroger et à aller reprendre, redétailler votre chaîne de valeur et puis identifier tous les petites briques. En même temps, ça, c'est votre travail que vous faites personnellement, mais il y a aussi une troisième méthode et qui est celle que l'on préfère. C'est de se concentrer sur le concurrent. Ce qu'on appelle dans l'industrie du travail sous contrainte. Ça veut dire que, alors forcément, tout le monde, et aujourd'hui, plus que jamais, on voit des nombres élevés de dossiers qui sont... François, tu peux rajouter à l'écran, s'il te plaît, Attends. On voit un nombre élevé de gens qui se positionnent sur les marchés publics. Et donc, cet écart de prix là, il est souvent réduit. Donc, on imagine que dans votre métier, si vous avez quelques mois, quelques années de fonctionnement, vous avez commencé à caractériser vos concurrents, à les connaître. Donc, quand vous répondez à l'appel d'offres, il faut essayer de faire un peu d'introspection et de vous dire le concurrent principal avec qui je vais faire la course, c'est l'entreprise Tartampion. Voilà. De ce concurrent-là, il va falloir essayer de savoir qu'est-ce qu'il a comme avantage par rapport à vous. Est-ce qu'il a un camion ? Tiens, c'est une bonne idée. Pour le coup, on va rester dans le bâtiment et on va considérer les camions. Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des camions, j'ai des 19 et des 26 tonnes. Est-ce que mon concurrent a acheté des 40 tonnes dans lesquelles il peut transporter d'un seul coup bien plus de matériaux, de matières ou de déchets que moi-même? Donc, ça veut dire qu'il a un coût de fonctionnement, un coût à la tonne qui est sûrement réduit. C'est un avantage. Donc, vous allez essayer d'imaginer à quel prix va répondre votre concurrent. Alors, c'est salutaire, parce que d'abord, ça vous oblige à bien connaître votre concurrent, et ça vous met aussi, ça vous challenge pour vous dire, ah ouais, tiens, lui, s'il a acheté des camions, des 40 tonnes, c'est peut-être pas bête, il faut peut-être aussi que j'investigue ce sujet-là et que je me questionne. Il y a peut-être un peu de productivité ou d'amélioration de mes résultats grâce à ce type d'investissement. Ça vous allume des lumières dans le coin de la tête en vous disant ça y est, là il y a un truc qu'il faut que je fasse pour essayer de coller ou alors de dépasser mon concurrent. Donc une fois que vous avez fait ce travail d'estimation du montant des concurrents, et vous le verrez tout de suite après, là on pourrait quasiment le faire dans le tableau Excel qu'on va partager ensemble. Une fois que vous connaissez, que vous avez de manière cérébrale, méthodique, fixer ce montant-là, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'être exactement 10% moins cher que votre concurrent. Alors, le 10, pourquoi 10% ? Pour deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est un écart qui est suffisant pour que l'acheteur public trouve ça suffisamment grand sans être inquiétant. 10%, c'est possible. C'est un écart qui est quand même aujourd'hui, qui est important, mais qui n'est pas non plus débile ou inquiétant.
10% aussi, c'est une somme qui est dans les collectivités, les acheteurs publics qui font aujourd'hui de grands efforts pour maîtriser leur budget, c'est parfois des économies importantes. Donc à ce moment-là, ils vont se retourner vers le mémoire technique, vers l'offre du candidat. Si votre offre est sérieuse et solide, vous gagnez quasiment à chaque fois. Et sinon, l'acheteur public serait tenté de donner ça à une entreprise plus grande, avec des moyens plus importants ou mieux établis. Et voilà, si l'écart il est que 2-3% entre une petite boîte et une grosse boîte, pour un écart très faible, il va être naturellement, et vous le comprenez facilement, j'espère, enclin d'aller donner ça à la grosse boîte. Alors qu'à 10%, eh ben on voit que ça lui colle aux pattes et qu'il est très enquiquiné pour pouvoir ne pas vous le donner. Et inversement, si l'écart est très supérieur, eh ben là, ça va devenir inquiétant parce que l'acheteur public, il va se dire mais est-ce qu'ils ont tout compté? Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur qui s'est glissée dans leur chiffrage? Est-ce qu'ils vont pas revenir me voir dans quelques jours, quelques semaines pour demander un avenant, pour dire que le marché n'est pas réalisable? Auquel cas, ça met en péril l'exécution des travaux ou des services. Bon, autant de situations que l'achat public n'a surtout pas envie de vivre. Donc là, d'un petit peu d'inquiétude, il va être précautionneux et vous serez écarté sûrement pour une offre anormalement basse. Donc, vous voyez, finalement, on vous offre 3 méthodes. Une méthode très descriptive, une méthode globale et une méthode basée sur l'analyse concurrentielle. Et donc, le jeu, c'est d'essayer de faire ces trois sujets. Et donc, plus vous en faites, plus vous aurez de ratio et plus vous aurez d'efficacité et de facilité pour retrouver. Et quand vous tombez sur la bonne cible, là, quasiment assurément, vous êtes sûr que c'est le bon prix. Bien, on vous avait promis qu'on allait faire du cas pratique. Alors par contre, maintenant, c'est moi qui vais partager mon écran. Alors, je vais vous demander une petite seconde. C'est celui-là que je veux partager. Est-ce que tout le monde le voit bien? Parfait. Alors, c'est un document Excel qu'on a bâti et qu'on utilise régulièrement. Alors, il est bâti en plusieurs briques. On va le regarder d'abord dans son ensemble et après, on détaillera plusieurs lignes. Vous verrez ici, logiquement, on a, parce que ça concerne une grande partie des entreprises, on s'est intéressé aux frais de personnel de production. Dans les frais de personnel, on a séparé les ouvriers, de production, et on a mis l'encadrement également, parce qu'il arrive couramment que dans le marché, l'acheteur public ait des exigences sur la présence à des réunions, sur tout un tas de choses. Deuxièmement, on a ajouté l'usage des matériels que va utiliser l'entreprise. Là, en l'espèce, c'était toujours notre fameux plombier. C'était un plombier électricien sur celui-là. Donc, dans lequel il a des véhicules pour se déplacer, pour aller sur les chantiers, pour livrer les fournitures. Il a aussi besoin de petits matériels. Pour répondre à son marché, il y a ce qu'on appelle les autres frais, que l'on peut classer dans 2 grandes familles, la sous-traitance ou l'achat pour revente. Et puis après, nos fameux frais fixes, dont on a parlé longuement. On va s'arrêter déjà sur cette partie-là. Pour la partie production, ouvrier, technicien, c'est une proposition parce qu'on peut rajouter autant de lignes que l'on veut. On peut, à l'envie, ici, après retour dépôt, on peut dire dépôt, déchets dans une décharge, par exemple. Et après, ajouter des quantités et du temps. Ici, forcément, c'est de l'heure. Voilà. Et donc, c'est de pouvoir décomposer toute cette fameuse chaîne de valeur de production que l'on a abordée ensemble tout à l'heure. Et là, vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez. À chaque
sujet, vous avez des unités qui peuvent être des heures, des kilomètres, des tonnes, des mètres linéaires, des mètres carrés, des mètres cubes, des pourcentages. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Et c'est une liste qui n'est pas limitative. Elle est fonction de vos usages, de votre métier. Donc, vous pouvez l'adopter facilement. Après, de votre connaissance, de la lecture fine du cahier des charges et des exigences de l'acheteur, eh ben, vous déterminez. Si c'est des heures, vous voyez ici, c'est des heures, on les met en centièmes. Donc là, 3/4 d'heure, la mise en place, 1/4 d'heure, le nettoyage et repli, 1/4 d'heure, le retour au dépôt, 1/2 heure. Bon. Vous pouvez également, là, il faut indiquer le coût standard du technicien, donc le coût, pas le prix de vente, hein, le coût d'un bonhomme, et ça vous calcule le montant des frais de personnel de production. Pareil, pour l'encadrement, on avait choisi de mettre un encadrant pour 1 heure à 65 balles. Enfin, voilà. Vous voyez ici une ligne et qu'on va retrouver la ligne aléa. Hein. Alors, pour ceux qui ont fait des langues anciennes, aléa, ça veut dire les dés qu'on jette. Donc, dans les aléas, en gros, c'est le sort. Et les aléas, c'est les choses qui peuvent arriver, mais qu'on n'a pas prévues. Donc, un conseil qu'on vous donne, c'est quand même, dans chacun de vos chiffrages, de toujours penser à mettre une petite dose d'aléa. Alors, il faut pas, faut pas mettre ceinture, bretelles, parachute et tout, mais il faut quand même mettre un petit peu de sécurité dans votre chiffrage. Bon, en tout cas, nous, on trouve que 5%, c'est un chiffre qui a du sens. Mais c'est aussi un chiffre qui se vérifie dans les comptes. Donc, en fonction de vos activités, si vous avez beaucoup de variations, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable préféré ou contrôleur de gestion pour voir ça avec eux. Une fois qu'on a fait ça, on regarde les camions. Donc là, on retrouve la 1h25. 1h25, bizarrement, c'est exactement le temps 0,75 plus 0,5. C'est l'aller et retour. Donc, c'est le temps que mon camion va fonctionner, ça me coûte 30 balles de l'heure, donc ça me fait 37,50 €. Et autant que de besoin en fonction de matériel utilisé. Après, on regarde les fournitures courantes. Donc c'est écrit, hein, donc des connectiques, les câblages, des fluides, des machins. Là, c'est du, vous voyez, là pour le coup, on change d'unité, c'est du mètre linéaire ou du mètre cube pour le béton. Vous mettez les prix vous mettez les quantités inscrites au DQE, vous mettez les prix que vous avez négociés avec vos meilleurs prix négociés avec vos fournisseurs, et ça vous valorise la charge représentant les coûts matériels. Bien, jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Un point extrêmement sensible, c'est celui de la sous-traitance ou de l'achat-revente. La sous-traitance, vous confiez une entreprise extérieure l'exécution d'une partie de vos travaux. Donc, elle fait ça pour vous. Vous allez la payer. Donc, à un moment, on va se poser la question de se dire quelle est la marge que je prends sur l'entreprise. De la même façon, je vais acheter des gros engins. Là, c'est un groupe convertisseur froid. Ça coûte 35 000 €. Donc, c'est une somme qui est importante. Quelle est la marge que je vais faire pour le fait de l'avoir acheté, de l'avoir financé, stocké pendant le temps des travaux et l'avoir livré sur le chantier. Donc, cette rupture de charge, il va falloir la valoriser. Et puis après, il y avait une licence d'exploitation. Donc, les charges pour autres frais, elles pèsent là, dans ce cas-là, 58 000 €. Et on rajoute nos fameux frais fixes, loyer, assurance, entretien, licence, machin, là. Et là, dans ce cas-là, pour cette entreprise-là, ça pesait 6% des charges. Donc, quand on additionne l'ensemble des coûts, donc on est bien sur la notion de coût, hein, on n'a pas encore parlé de prix de vente. Ça fait que si vous gagnez ce marché-là, dans vos comptes, vous aurez quasiment 66 500 balles à payer. Maintenant, il faut gagner des ronds. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc nous, on vous propose de piloter séparément la marge sur votre activité propre, vos hommes, vos matériels, vos fournitures,
la marge que vous allez faire sur la sous-traitance et la marge que vous allez faire sur les matériels que vous allez revendre chez le client. Alors, peut-être commencer sur celle-ci, l'achat pour revente. Vous achetez, je ne sais pas, un cas concret. C'était pour aménager tout un bâtiment institutionnel, un auditorium d'un grand établissement public. Et donc, il fallait mettre des gros écrans, des ordinateurs, des micros partout. Et l'entreprise propose de mettre un écran, un grand écran, et prend 40% de marge sur la fourniture. Qui fait que le montant qu'il affiche, il est supérieur à celui qu'on trouve sur Google. Bon, je lui dis, écoute, non. Si tu fais ça, le client, il n'est pas bête, il va regarder, il va comprendre qu'il se fait avoir. Il faut revenir sur des frais je disais, d'achat, des frais financiers, de stockage qui soient raisonnables. Il faut gagner un petit peu de sous. Quand on s'intéresse au compte d'exploitation, souvent, le coefficient minimum qu'il faut prendre, c'est entre 12 et 16%. Alors, ça dépend des entreprises, mais il faut jamais descendre en dessous de 12%, et au-dessus, 16, c'est une bonne, en tout cas, ce qu'on observe, c'est un pourcentage qui a du sens, qui permet à l'entreprise de ne pas perdre de blé et d'en gagner un petit peu. Et puis plus il y a affinité, mais jamais dépasser vraiment les 20%. Et puis, là, on indique la marge et les frais qui s'appliquent sur l'ensemble et les frais généraux. Et là, on décide de prendre 15% de marge. Tout ça, ça s'applique sur chacune des lignes et ça vous sort un marché qui vous coûtait 66 000, ça le sort en prix de vente à 75. Et si vous gagnez ce marché-là, vous êtes quasiment sûr d'encaisser un résultat de 9 200 €. Cette méthode-là, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle vous permet, d'une, de ne rien oublier et de tout piloter. Voilà. Si vous avez des questions, des réactions, c'est le moment. Et puis, pour revenir sur le déroulé, j'ai quelques fenêtres encore à partager avec vous. Une dernière que je vais faire. Voilà. Donc maintenant c'est la notion de malice commerciale. Hein. Donc votre chiffrage il est bon, votre chiffrage il est sécurisé et maintenant il faut pouvoir jouer, prendre un peu de risque et essayer d'être plus malin que les petits copains. Alors quand même il faut peut-être réinsister dessus, c'est que il faut prendre des risques, mais pas trop. Mais si vous en prenez pas, vous serez sûrement, vous allez rester sur le bord de la route. Donc il y a un subtil jeu d'équilibre qu'il faut pouvoir tester. Et aussi pour faire ça, il faut multiplier les réponses pour voir en fonction du dosage que vous faites, comment vous vous situez de manière prix vis-à-vis de vos concurrents. Et un autre conseil que je vous donne, c'est surtout n'ayez pas de regrets. Donc, si vous faites un marché et que vous pensez que là, vous avez pris suffisamment de risques, n'allez pas au-delà, ne vous mettez pas en péril. Mais malgré tout, si vous avez vraiment envie de gagner le marché, peut-être faites quelques efforts et vous verrez que il y a de grandes chances qu'une fois que vous avez le marché, vous trouviez des solutions pour mettre en place ce que vous aviez prévu. Alors, 4 techniques, 4 astuces Victorious. La première, on va parler de judo, parce que c'est bientôt les JO. Nous, ce qu'on regarde systématiquement, c'est le détail quantitatif estimatif, le DQE. Parce que le DQE, vous vous rappelez, on l'avait expliqué dans les premiers webinaires, le DQE, ça sert à pouvoir comparer les offres économiques entre elles sur la base d'un devis fictif. Les quantités qui sont sont estimatifs, ne sont pas contractuels donc, mais elles permettent à l'acheteur de pouvoir dire, voilà, si c'est ça qui devait être fait comme service, voilà ce que ça coûterait auprès de chacune des entreprises qui a déposé un dossier. Eh bien, dedans, regardez les prix, les lignes de prix, les lignes de produits ou de services qui sont peu demandées. Et dans ce cas-là, l'astuce, c'est que
augmenter la marge sur ces lignes-là, parce que pour le coup, et je vois que on a marqué l'inverse, mais je rectifierai, augmentez votre marge sur ces lignes-là, parce que finalement, si à ce moment-là, le client déclenche, vous gagnerez plus de ronds, mais dans le DQE, ça sera quasiment imperceptible. Donc, n'ayez pas peur d'augmenter la marge sur des quantités peu demandées. Autre sujet qui a fait l'actualité ces 2 ou 3 dernières années, ce sont les clauses de révision. Les prix ont monté, l'acier, l'énergie, tout ça dans des manières parfois très importantes. Donc, la clause de révision, il y a un risque. Et ce risque-là, il faut l'encadrer. Soit vous prenez des aléas supplémentaires pour vous couvrir, ou alors vous prenez juste ce que vous pensez avoir comme aléa. Pour faire ce choix-là, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à comparer la clause de révision. En gros, vous l'appliquez, cette formule, sur les 2 dernières années que vous connaissez, sur vos 2 dernières années, vous regardez l'évolution de la courbe, l'application de la courbe, et vous la comparez à ce que vous connaissez de l'évolution de vos charges. Si les 2 courbes, elles restent parallèles, c'est un très bon signe, le risque, il est extrêmement faible. Si jamais les courbes se décalent, là, vous avez un risque d'avoir des charges qui augmentent et une courbe de révision de prix qui n'augmente pas à la même vitesse, et donc, pour le coup, de devoir perdre des sous. Donc, là, on vous invite à ajouter un peu d'aléa à votre marché. Et puis, enfin, dernières astuces, c'est des choses qu'on voit pas assez souvent, mais qui sont pourtant de bon sens. C'est ce qu'on appelle la validation croisée. Quand vous avez fait pour des marchés, quand vous avez phosphoré, quand vous avez fait un chiffrage, premier truc, c'est vous assurer que tout ce que vous avez chiffré dans le tableau Excel, c'est bien valorisé dans le mémoire technique pour que le client, l'acheteur public, comprenne ce qu'il achète, qu'il sache qu'est-ce qu'il y a vraiment. Et inversement, si vous avez pris des engagements et écrit des choses dans le mémoire technique, il faut être sûr que ça soit valorisé dans le dossier technique. Auquel cas, on pourrait demander l'exécution de ce que vous avez écrit et que vous l'aviez pas prévu. Ça serait bête. Et puis, enfin, dernière pratique, bonne pratique qu'on vous propose de partager, c'est le retour d'expérience. Bon, si vous gagnez, malgré tout, moi je vous invite, et je l'ai fait de nombreuses fois, si je gagne, je vais quand même voir l'acheteur public et je veux savoir pourquoi. Je veux connaître l'écart de prix avec mes concurrents, je veux connaître qu'est-ce qui dans mon dossier l'a séduit, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'étais un peu à la traîne, et avec ça, je m'améliorerai pour mon futur marché et j'augmenterai encore mes chances de succès. Et de la même manière, si je paume, écoutez, ça arrive, c'est pas grave. Je demande le rapport d'analyse, j'ai de la connaissance, de la compréhension supplémentaire de ce qui a fait le succès de mon concurrent. Et là, sans aucune acrimonie, en conscience, je fais un exercice qui est important, c'est que je me dis, si j'avais à refaire le chiffrage, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou qu'est-ce qu'il faudrait que j'euffuie pour arriver au montant de mon concurrent. Et ce travail d'introspection, il est salutaire parce qu'il va vous permettre de dégager soit des faiblesses dans votre chiffrage, soit des aléas que vous auriez pu être un peu gourmand ou précautionneux, ou alors sur des usages et des fonctionnements que votre concurrent fait et que vous n'avez pas. Et dans ce cas-là, ça va vous faire grandir et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, il est 9h45, on avait prévu 1 heure, donc il nous reste 10 minutes pour que je puisse répondre à vos questions et réponses. Je suis à votre disposition. Alors, très bonne idée. Comment trouver le chiffre de son concurrent? Eh bien, il faut répondre au marché. C'est en répondant à l'appel d'offres, Aurélie, que si jamais vous gagnez, vous avez gagné, mais si jamais vous perdez, vous pouvez envoyer un courrier pour demander le rapport d'analyse détaillé des offres, et l'acheteur public il est obligé de vous le fournir. Et dedans, vous aurez
à minimum le montant, l'attributaire et l'application des pourcentages par critère de jugement et souvent quand même des choses un peu plus détaillées. Mais là, vous savez à quel montant et pourquoi. Avez-vous d'autres questions? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des tableaux Excel des tableaux Excel d'un style équivalent à celui que l'on a présenté tout à l'heure? Alors, Grégory, avant de répondre aux questions, merci d'abord pour tes développements. Pour compléter la question d'Aurélie, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir accès au marché antérieur et de savoir à quel prix ils ont été conclus? Tout à fait. Voilà. Et donc ça, on va pouvoir le trouver sur nos sites préférés. Exactement. Donc les données sont publiques. Donc il faut aller sur des sites. Ils sont nombreux souvent les sites de veille. Comme Vector Plus, Explore, j'en passe, et il y en a beaucoup, mais aussi sur les sites des acheteurs publics qui eux-mêmes publient les résultats des appels d'offres. Et enfin, pour les plus curieux et les plus motivés, vous pouvez, et moi je vous invite à le faire, d'aller chercher les procès-verbaux de commission des collectivités. Alors en général, ce sont souvent les grandes collectivités qui publient ça, mais là, pour le coup, et souvent, des fois, vous avez les verbatims des échanges qui sont faits, dans lesquels le président de la commission d'appel d'offres vient et développe et explique et présente à l'ensemble de l'Assemblée les raisons du choix qu'il propose de confier à l'attributaire pressenti. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce que vous avez les échanges et vous voyez comment l'acheteur public communique auprès des autres élus pour confier le marché à l'entreprise qu'il a envie de voir gagner. Donc, il y a plein d'informations partout. Alors, France, vous parlez d'indiquer les infos sur le chiffrage aussi dans le mémoire technique sur une slide. Quelles infos devons-nous donner en plus? Il s'agit de mettre en valeur les décisions que vous aurez prises sur le plan technique qui ont un coût. Par exemple, tout à l'heure, Grégory parlait de passer d'un camion de, je sais pas, 14 tonnes à 28 tonnes, enfin, j'en sais rien. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, cette décision technique, elle a un coût. Vous l'avez chiffré. Elle a des conséquences financières, mais elle a aussi des conséquences pour mettre en valeur votre offre. Et donc, vous allez pouvoir, dans le mémoire technique, dire que le camion qui va être affecté au marché, c'est un camion de grande contenance, en précisant ses caractéristiques et aussi en disant qu'il est neuf et sans doute qu'il aura des performances écologiques, etc., intéressantes. Merci Françoise. La question de François, comment peut-on obtenir ce verbatim? Alors ce verbatim, normalement, il est public. Donc les collectivités, les grandes métropoles, je pense à Nantes, Rennes, Paris, Marseille, c'est en ligne. Il faut aller les chercher. Alors souvent c'est des PDF, donc mais c'est disponible. Et si jamais ça ne l'est pas, vous pouvez quand même les demander directement à la collectivité parce que notamment, les conseils municipaux sont ouverts à tous, n'importe qui, même si vous n'êtes pas de la commune, vous pouvez venir y assister et alors non pas participer au débat, mais assister au débat. Et donc ça fait l'objet d'un relevé et d'un relevé de décision. Et ces documents-là sont publics, sont affichés en mairie, et vous pouvez tout à fait en demander une copie. Donc ce sont des documents publics. Alors après, Fabien, pour l'aléa, faut-il le prévoir pour chaque ligne de chiffrage ou seulement sur la partie personnelle interne à l'entreprise? C'est une excellente question, Fabien. Est-ce que l'aléa, on en met un tout petit peu sur chaque ligne ou est-ce qu'on fait un aléa un peu plus global sur un sujet un peu plus macro? La réponse d'expérience, c'est on l'a fait une seule fois sur un ensemble. Parce que si on revient un petit peu à nos cours de maths d'il y a longtemps,
quand vous prenez des petits aléas, vous les multipliez ensemble, parce que multiplier, à la fin, ça fait plus des petits aléas. Ils se multiplient ensemble, ils se reproduisent, et à la fin, ça fait un truc qui est parfois très significatif et qui peut alourdir inutilement votre chiffrage. Donc, Fabien, le bon sujet, effectivement, c'est de faire un paquet, dans un service, ajouter une seule dose à un moment unique, juste avant la fin, une petite couche d'aléa. Il y a Cécile qui nous dit, pour un marché inférieur à 40 000 euros, peut-on trouver des données antérieures? Oui, en toute logique. En toute logique, on peut. Les collectivités se font tirer souvent les oreilles pour le manque de publicité, le manque d'affichage qu'elles ont une fois les marchés conclus. Elles sont très bonnes dans la mise en publicité préalable pour solliciter pour solliciter la concurrence, mais après, effectivement, il y en a plusieurs qui oublient ou qui sont pas très assidus là-dessus, mais il suffit juste de leur rappeler, de leur demander, et elles vous le fournissent. Fabien, ok, merci. Écoutez, je suis ravi d'avoir Cécile. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous dire si ce webinaire vous a été utile et si vous avez, il vous a intéressé. C'est toujours, on aime bien avoir vos retours sur nos interventions. Tout à l'heure, Grégory parlait des prix qui se resserrent. Les prix qui se resserrent font que la concurrence devient de plus en plus sévère, de plus en plus rude. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il faut se battre vraiment sur tous les fronts maintenant. C'est-à-dire, il faut se battre sur le plan tarifaire, mais il faut aussi se battre pour le mémoire technique. C'est le moment de faire des mémoires techniques de grande qualité pour récupérer le maximum de points et pour faire vraiment la différence avec vos concurrents. Donc, soignez bien vos mémoires techniques et pour augmenter vos chances de succès. C'est vraiment important. Alors, dans certains pays... Oui, alors il y a la même chose en France, puisque on a le big data gouvernemental qui a été ouvert, mais qui n'est pas renseigné de manière aussi régulière qu'on le voudrait. Donc ça va venir, les répertoires de prix, mais pour l'instant, c'est vrai qu'en France, on a un peu plus de mal à accéder aux informations, mais on y arrive. Merci François, ça nous va droit au cœur. Excellent webinaire, bonne vision terrain, je vous remercie. On est ravis. Merci Fabien, merci. Parce que sûrement que ça se voit, c'est qu'on prend grand soin avec Françoise là ça dure 45 minutes, mais ça demande beaucoup plus de temps de préparation parce qu'on a à cœur, comme tout ce qu'on fait, de le faire bien. Et quand on voit vos commentaires, ça nous va droit au cœur et ça nous motive encore pour continuer sur ce chemin-là. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà. Et puis mettre un petit avis sur nos publications LinkedIn, ça nous donnera des points de vie et ça partagera encore plus le sujet des marchés publics avec des entreprises qui en ont besoin. Bien. Eh bien, écoutez, on va mettre un terme à cette masterclass. On vous remercie pour votre attention. Là, vous étiez assez nombreux. Merci à tous pour votre attention. Et puis, très bientôt, au mois prochain. Le mois prochain, nous parlerons de l'élaboration du dossier administratif. Voilà. Ça sera l'avant-dernier webinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et à très bientôt.